Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver ce février 2025 sur la télévision au sommet Pyramide TV. Tous les dimanches, nous nous retrouvons donc dans cette émission, le grand rendez-vous pour parler de l'actualité. Et aujourd'hui, 2 février 2025, nous en sommes déjà au 4e rendez-vous. Nous allons recevoir la Commission électorale nationale indépendante CENI et pour cause. Le 15 février prochain, notre pays, le Togo, va organiser pour la première fois les élections sénatoriales. Et nous avons pour invité donc la Commission électorale nationale indépendante, représentée ici par l'un de ses rapporteurs. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir et sachez que vous êtes sur la télévision au sommet. Notre invité, c'est bien l'ancien ministre et également député à l'Assemblée nationale, président de commission, de groupe parlementaire et aujourd'hui rapporteur à la CENI. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'abord pour l'invitation. C'est avec plaisir que je découvre ce beau studio de la télévision au sommet. Ça me fait plaisir d'être dans vos locaux. Et je souhaite que vos téléspectateurs soient également au rendez-vous pour découvrir les merveilles de cette télévision. Ok, merci beaucoup pour les fleurs. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 2 février. Et le 2 février, pour les Togolais, c'est aussi quelque chose de spécial. Ah oui, vous savez, on était encore tout petit. Je me rappelle l'arrivée du chef de l'État, Feu Eyadema, à ce Toubois. On était tout petit. Et quand on a annoncé, nous étions sortis. Mais malheureusement, vu notre petitesse, on ne pouvait pas le voir et découvrir qui il était en ce moment. Mais est-il que cette date a véritablement marqué les Togolais à partir de l'attentat qui s'est déroulé et du fait que le chef de l'État est sorti indemne de cet attentat. Et je pense que c'est ça qui a fait l'événement durant cette période-là. C'est pour nous, Togolais, une fierté de le revoir en ce moment-là, et ça fait l'histoire de ce pays. Et dans cette histoire, on peut dire qu'il y a, disons, quelque chose de matériel. Nous avons l'hôtel Saraka qui rappelle l'accident, nous avons l'hôtel de février et d'autres trucs. Merci. Ça me rappelle un peu quand j'étais au tourisme. Notre objectif premier, c'était de réhabiliter le 2 février. Nous avions travaillé dans le temps parce que c'est historique pour nous. Et cet hôtel qui a marqué les Togolais, aujourd'hui, on est fiers que le chef de l'État ait pu le réhabiliter pour continuer l'histoire de ce pays dans ce cadre-là. Ok, petite parenthèse fermée. L'objet de votre visite aujourd'hui sur le plateau de l'émission Le Grand Rendez-vous, c'est la Commission électorale nationale indépendante et vous en êtes le rapporteur. Alors, dites-nous, c'est quoi la mission ou bien qu'est-ce que la Commission électorale nationale indépendante? Merci pour cette question. C'est vrai que la CENI existe au lendemain de la conférence nationale depuis les années 91, mais en réalité, on n'a pas assez d'opportunités de temps en temps pour reparler de façon médiatique de la CENI. C'est la Commission électorale nationale indépendante, comme vous l'avez précisé, et elle est composée, le politique a voulu que ça soit de parité, c'est-à-dire 7 membres représentant l'opposition, 7 membres représentant la majorité gouvernementale ou parlementaire, et vous avez également deux personnes qui représentent la société civile et un qui reprend l'administration, donc ce qui nous donne un total de 17 membres. Alors la mission de la CENI fondamentalement, c'est d'organiser et de superviser les élections dans ce pays. Et toutes les élections qui se sont déroulées depuis 1993 jusqu'au Sénat qui aura lieu, aux élections sénatoriales qui auront lieu le 15 février prochain, ont été toujours régentées par la CENI dans son ensemble, mais nous travaillons de concert avec d'autres institutions, notamment la HAC, le ministère de l'administration territoriale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême,
la CNDH et les acteurs politiques, sans oublier les médias, bien sûr, puisque c'est la société civile également. Donc, c'est tout ce monde-là qui concourt avec la CENI à la bonne organisation des élections dans notre pays. Ok, disons que vous n'êtes pas là pour ça, mais on peut vous poser la question de le savoir. Vous organisez les élections sénatoriales et on peut dire que ça participe vraiment à la politique de décentralisation. Alors, quelle est l'importance de cette élection sénatoriale pour le commun des Togolais? Merci. Bon, c'est vrai que je suis membre de la CENI, mais il souffle que de temps en temps, avec cette casquette de la CENI, je puisse faire quelques crochets de gauche à droite. C'est ça. Compte tenu des questions qui me seront posées. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Togo a estimé que pour atteindre une pleine décentralisation, il faut mettre en place un certain nombre de structures. Il faut organiser l'administration, organiser de façon générale l'État, pour que tous les citoyens togolais soient véritablement au centre du développement que le gouvernement imprime. Alors, ceci veut dire quoi? Vous savez, dans la décentralisation, ce qui est important, c'est de rapprocher l'administré de l'administration. C'est ça. Ça, c'est la première des choses. On a besoin de légaliser une pièce, mais il ne faut pas faire des centaines de kilomètres pour aller juste pour peut-être 15 minutes pour légaliser une pièce et repartir après avoir fait de... Je donne un exemple lorsqu'on était à l'Assemblée nationale en disant que la déclaration des naissances, alors quand ce pouvoir regroupait la plaine de Mont, mais les gens quittent Tindiassi depuis la frontière, ils vont venir à Bassar, Bassar venir à Sokodi pour descendre à Setoubois, qui était le chef-lieu de la préfecture, pour pouvoir faire la déclaration d'une naissance. Dans ces conditions, vous voyez que la décentralisation aujourd'hui permet que l'individu sur place fait la déclaration de la naissance de son enfant et ça permet d'évoluer. Alors c'est en ce sens que le gouvernement, dans un premier temps, a organisé ce que nous avons appelé les élections municipales en 2019. Après, récemment, on a organisé les élections régionales et aujourd'hui, les élections sénatoriales viendront couronner l'ensemble de ce processus-là. Puisque, on le verra plus tard, puisque le sénateur, sa mission principale, c'est qu'il doit travailler d'abord à la base. Et sa base, ça touche les conseils municipaux, les conseils régionaux, avant maintenant de faire une mission régalienne. D'accord. Avant de revenir, bien sûr, d'en venir à la mission du sénateur en tant que tel, est-ce que nous allons toujours rester dans la décentralisation? Est-ce que cette décentralisation dont il est question, c'est juste pour les intellectuels, ceux qui vont à l'école, ceux qui ont des diplômes, ou ça profite à tout le monde, à toute la société, quelle que soit la position de la personne dans la société? Non, en réalité, la décentralisation, c'est, comme je l'ai dit, il faut vraiment que l'administré qui est là, disons le citoyen lambda qui est là, sache que l'État s'occupe de lui. C'est ça, l'État s'occupe de lui. Donc les services vitaux dont il a besoin, il faut qu'il puisse les trouver sur place. Et vous convenez avec moi que le gouvernement tel qu'il fonctionne ne peut pas se mettre à s'occuper du citoyen depuis le petit village. En élisant par exemple les populations, en élisant leurs représentants, ça permet à l'État ou bien à leurs élus de faire en sorte que les services vitaux dont ils ont besoin, ils puissent les trouver sur place. Donc en réalité, la décentralisation permet tout citoyen togolais, où qu'il soit, qu'il puisse avoir le minimum dont il a besoin par rapport à ce que l'État doit mettre à sa disposition. C'est ça. C'est ça. Maintenant, quelle est, selon vous, l'importance du Sénat dans la Ve République? Alors, le Sénat, dans la Ve République, en réalité, on peut dire que
il existait déjà dans la 4e République. C'est ça. Dans la Constitution de 1992. Dans la Constitution de 1992. Et si le sénateur de 92, enfin le législateur de en place cette chambre-là, c'est qu'effectivement, ils ont jugé son importance. Et c'est à travers un référendum national que cette constitution avait été adoptée. Aujourd'hui, elle a été retransposée dans la 5e République, telle qu'elle a été prévue avec l'ensemble de ses missions. Alors, le Sénat, fondamentalement, aura pour mission, lorsque vous êtes élu sénateur, il y a 2 missions principales. La première mission, c'est que le sénateur doit défendre les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les régions. C'est ça. Les communes, les régions. Ensuite, le sénateur a l'obligation de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, à travers tout ce qui est prévu dans la Constitution pour pouvoir contrôler le gouvernement, contrôler l'action du gouvernement. Donc, il y a ces deux actions principales que le sénateur doit pouvoir exercer lorsqu'il est élu par par cette élection indirecte, oui, puisqu'on va en venir. Les grands électeurs. Les grands électeurs, comme on les appelle souvent. Alors, maintenant, la question que beaucoup se posent, attendent jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'avènement de cette 5e République, pour mettre en place un Sénat. Non, je vous ai expliqué tout à l'heure que la mise en place d'un Sénat, c'est un processus. Alors, et vous savez que pour mettre en place ce Sénat, il faut d'abord commencer quelque part. Et ici, le gouvernement a commencé par l'élection des conseillers municipaux. Alors, avant d'aller à l'élection des conseillers municipaux, il y a un certain nombre de textes qu'il faut mettre en place. C'est ça. Et ces textes-là ont été toujours l'objet de discussions entre les partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Je me rappelle qu'on en avait longuement échangé là-dessus. Et puis ensuite, après l'élection des conseillers municipaux, il faut organiser l'élection des conseillers régionaux. Et ça aussi, avec l'ensemble des textes qui doivent y aller avec. Après l'élection des conseillers régionaux, on va maintenant à l'élection des sénateurs. Donc c'est un processus qui a commencé, qui évolue et qui, le 15 février prochain, nous l'espérons tous, va être couronné par cette élection. Donc on ne peut pas dire que les autorités ont attendu ou bien que les institutions ont attendu, mais c'est qu'il fallait cheminer par rapport à ce processus-là pour atteindre cette date fatidique du 15 février. Ok, maintenant, par rapport aux élections, généralement, la CENI s'occupe de l'organisation et avec d'autres institutions de la République. Vous avez également parlé du rapport territorial. Comment est-ce que ce travail se fait entre la CENI qui est mise en place de façon consensuelle et maintenant l'autorité centrale qui est le ministère de l'administration territoriale? Oui, non, c'est des rapports fluides. Il y a des rapports fluides et ces rapports sont définis par le code électoral. Alors, et chaque parti a des tâches spécifiques. Je vais donner quelques exemples pour ne pas trop embrouiller vos téléspectateurs. Oui. Alors, il faut faire par exemple le contrôle des identités de tous les candidats. Voilà. La CENI n'est pas outillée. On n'est pas outillé pour faire un contrôle, pour voir qui est un repris de justice, qui est un condamné, qui n'a pas la possibilité, au vu de la perte de ses droits civiques, de ne pas postuler. Nous, on n'est pas outillés pour ça. Donc, c'est un exemple pour dire que lorsque nous recevons les candidatures, la loi nous oblige, après avoir mettre par exemple au ministère de l'entité territoriale pour un contrôle. Ensuite, nous devons être financés. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de guerre. Pour être financé, notre budget passe par le ministère de l'administration territoriale. Donc, c'est lui qui défend ce budget au niveau du ministère des Finances. Pour dire, bon, voilà, ce budget tel qu'ils l'ont conçu, tel que la CENI l'a conçu, il est important. Il faut tout faire, quelles que soient les difficultés, pour pouvoir les satisfaire afin qu'ils fassent
très bien le travail, parce que sans argent, on ne peut pas aller travailler convenablement sur le terrain pour que les résultats soient ce qu'ils devraient être. Donc voilà, ça c'est des exemples. Mais il y a plein de domaines dans lesquels nous sommes liés. Et quand nous faisons notre travail, le ministère fait le sien, mais tout est codifié par le code. C'est ça. Oui, personne n'empêche les droits de l'autre. Nous le faisons en toute intelligence et dans des relations vraiment fluides. Oui, cette question, en fait, c'est par rapport à ce qui se dit souvent, on dit Commission électorale nationale indépendante, et les gens se demandent, est-ce qu'elle est vraiment indépendante? En réalité, la CENI, je suis souvent peiné quand nous expliquons les mêmes choses. Vous voyez, lorsque nous allons par exemple à une élection, dans peu de temps, on ira pour les sénateurs. Dans le bureau de vote, vous avez ceux qui composent le bureau de vote, vous avez l'opposition pour moitié, la majorité pour moitié. Donc ça veut dire que déjà à la base, il y a l'opposition qui est représentée tout comme la majorité. Vous allez au niveau de la CELI. La CELI, c'est un démembrement de la CENI qui est au niveau de la circonscription électorale et qui régente l'ensemble des bureaux de vote qui sont dans la circonscription électorale. Au niveau de la CENI, la moitié, c'est l'opposition, la moitié également la majorité, et vous avez un représentant de l'administration. Donc, quand vous prenez le code électoral, on vous dit que le dépouillement est public. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive au moment de dépouiller, tous ceux qui veulent, vous êtes là, vous suivez, et la lecture de chaque bulletin de vote est publique. C'est-à-dire on le lit à haute voix. À haute et intelligible voix. Voilà, à haute et intelligible voix. Merci pour cette expression formidable. Donc la lecture se fait à haute et intelligible voix. Et on nous dit aussi ici dans la loi que il y a un des rapporteurs ou bien un des membres qui est au tableau et qui marque. Donc tout le monde suit le dépouillement, tout le monde suit la proclamation. Puisque quand on finit, on proclame à haute voix dans le bureau de vote que tel parti a tel nombre de voix, tel parti a tel nombre de voix. Au niveau de la feuille du dépouillement, elle est co-signée par le président. Si le président est de la majorité, le vice-président est de l'opposition. Absolument. Et le rapporteur également. Donc les trois... Oui, là, il faut nous dire, c'est-à-dire dans l'absolu, c'est comme ça que c'est... C'est comme ça que ça se passe, dans l'absolu. Voilà. C'est-à-dire que nous, on ne prend jamais une feuille de dépouillement signée par un seul individu. Lorsque ça arrive au niveau de la CENI, tout est signé par les trois personnes. Il y a le président qui signe, le vice-président qui signe, le rapporteur qui signe. Ensuite, ça arrive au niveau de la CENI, de la CELI. Au niveau de la CELI également, tout le monde est aussi présent. Tous ceux qui veulent suivre, vous suivez. Et puis ensuite, le PV des résultats au niveau de la CELI est également co-signé. Vous voyez la signature du président. Là-bas, le président, c'est un juge. C'est un juge. Le vice-président, s'il est de l'opposition, le rapporteur doit être de la majorité. Dans tous les bureaux de vote, c'est comme ça que ça se passe. Et ces résultats sont ensuite transmis par les CELI au niveau de la CENI. Je voudrais faire une précision. Dans certains pays, la transmission des résultats se font par voie électronique. Mais ici, au niveau de la CENI au Togo, nous combinons les deux. Je me rappelle, j'étais en Afrique du Sud, eux le font strictement par voie électronique. Mais ici, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a le résultat électronique qui arrive. Oui. Ensuite, les présidents se déplacent avec leur vice-président pour venir. On met en place un comité. Vous venez, vous passez là-bas. Et le comité qui est là, c'est les membres de la CENI qui sont là. Vous venez et vous déchargez pour montrer que un membre de l'opposition, et le président sont venus déposer le document physique, le procès verbal physique.
qui doit être maintenant, qui doit correspondre aux résultats qui nous ont été envoyés par voie électronique. Donc nous vérifions les deux avant de les enregistrer et de passer à la publication. En réalité, quand on est dans le système et quand on parle de fraude, ça fait sourire. Je ne dis pas que ça fait mal, mais moi ça me fait sourire. Parce que vous êtes représentant, par exemple, de l'ANC dans un bureau de vote. Vous avez, la loi vous dit que vous avez droit au procès verbal des résultats. Maintenant, celui qui est à la CELI, au niveau de la préfecture, vous avez également droit à un procès verbal des résultats. La CENI ici ne fait qu'une compilation. C'est ça. On n'invente rien, on compile. Et on ne fait que lire. Le vrai travail se fait sur le terrain. D'accord, vous avez bien expliqué les choses. Je crois que nos amis, les téléspectateurs, suivent et ils comprennent au fur et à mesure. Maintenant, disons, dans la composition, vous nous avez dit, il y a, disons, les partis politiques, une partie, la moitié du pouvoir, la moitié de l'opposition. Vous avez dit qu'il y a également la société civile et également l'administration. Maintenant, quel est le rôle de la société civile dans ce processus et aussi de l'administration? Quand on sait que ça fait un nombre impair au niveau, c'est-à-dire si les 17 personnes, à part l'administration, ça fait un nombre pair. C'est avec l'administration, on a un nombre impair. Les questions se posent aussi autour. Dites-nous le rôle de la société civile et le rôle de l'administration dans la CENI. Non, mais vous savez, aujourd'hui, dans tous les pays, même en Europe, la société civile joue un rôle important. Et ça fait que quand on est dans un processus, que ce soit politique, électoral ou de n'importe quel domaine, on tient compte toujours de la vie de la société civile. Les politiciens l'ont voulu ainsi, le législateur en a tenu compte, a légiféré en ce sens. Alors la société civile, eux aussi, ils ont eu un certain nombre de préoccupations. Et au cours de nos travaux plutôt, eux aussi nous font part des préoccupations de la société civile, parce qu'il faut qu'ils soient intimement associés au processus électoral. Ils peuvent dire, ah, ici, il ne faut pas aller à gauche, il vaut mieux aller à droite. Ici, il vaut mieux faire ceci. Voilà ce que les gens attendent au niveau de la société civile, que la CENI fasse. Alors, faisons ça, allons de ce côté. Donc, ils sont utiles dans le processus. Bon, l'administration, tout à l'heure, je vous ai dit que nous travaillons avec le ministère de l'administration territoriale. On a des compétences. Voilà, on a des compétences partagées. Mais il faut que l'administration également soit là. Et quand il y a un certain nombre de soucis liés à l'administration, son représentant permet à la CENI de les régler au plus vite et de ne pas traîner sur certains sujets sur lesquels on pouvait rapidement évoluer. Voilà un peu ce que ces deux entités font dans la composition. Maintenant, au niveau de la composition, on sait que c'est 17 personnes. Oui. Maintenant, ces 17 personnes doivent choisir quelqu'un pour les représenter, pour être le président. Est-ce que généralement, celui qu'on choisit, c'est de la société civile, c'est de l'administration ou des partis politiques? Non, je pense que depuis il y a eu quand même des époques où on a choisi à la CENI, quand on regarde l'historique, ce qu'on appelait la CENI des juges. Donc c'était suite à certains problèmes et donc c'est les juges et ça avait été présidé uniquement par les magistrats. Mais en dehors de cela, la CENI dans son fonctionnement, les présidents ont été toujours des présidents issus de la société civile. Toujours ça a été comme ça. Et actuellement, notre président, M. Yabré, qui est issu de la société civile, c'est lui qui dirige en ce moment la CENI. Avant lui, il y avait aussi un autre. Donc, ils sont toujours issus de la société civile. Ceci-là, c'est pour donner, compte tenu de la spécificité du Togo, parce que si on prend quelqu'un qui est de l'opposition pour dire qu'il est président, bien que de la majorité pour dire qu'il est président, ben, vous verrez que les gens vont dire, mais voilà, mais ça, c'est fini. Les résultats qui seront proclamés, ça va semer des doutes pour dire que le président est de l'opposition ou bien le président est de la majorité. Or, en réalité, dans les faits, que vous soyez de l'opposition, de la majorité ou de la société civile, vous ne pouvez même pas déplacer une virgule. Vous ne pouvez pas. Tel que je l'ai expliqué, la façon dont les résultats sont compilés depuis le BV, le bureau de vote, en passant par la CENI jusqu'au niveau de la CENI.
Maintenant, parlons de la population togolaise en général, surtout les supporters des partis politiques, ceux qui sont vraiment actifs dans le militantisme. Maintenant, dites-nous, quand par exemple vous vous retrouvez au niveau de la CENI, le parti au pouvoir, l'opposition civile, l'administration, vous travaillez ensemble. Expliquez-nous un peu l'harmonie ou la façon dont ce travail se fait malgré les appartenances des personnes physiques qui composent cette grande personne morale. Oui, alors comme je l'ai dit, nous sommes une institution et nous sommes une émanation de la loi. Et la loi oblige la CENI à travailler c'est-à-dire que a adopté toutes les décisions par consensus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au vote au cas où on n'aboutit pas à un consensus. Mais Dieu merci, moi je suis à la CENI depuis 2018, bien avant ça, ceux qui étaient là. À 2018, je suis arrivé jusqu'à ce jour, on n'a jamais travaillé sur un article ou sur un aspect sans consensus. C'est-à-dire on n'a jamais eu des difficultés, des blocages pour qu'on soit obligé d'aller au vote. Il y a eu ces cas-là par le passé, on en a vu. Mais je pense que plus le temps avance, plus les Togolais ont compris que il faut absolument... Parce que quand on accepte de discuter, on aboutit toujours à un consensus. C'est ça. Mais il n'y a jamais de discussion s'il y a la bonne foi sans solution. Ce n'est pas possible. Et je pense que c'est ça qui guide aujourd'hui au niveau de toutes les institutions, y compris la CENI. S'il y a un problème, il y a un article sur lequel on doute de son application, on s'entend, on rediscute, même s'il faut faire plusieurs plénières, on le fait et finalement on aboutit à une solution. Aujourd'hui, la CENI fonctionne de façon merveilleuse parce que toutes les décisions que nous prenons, c'est toujours par consensus. D'accord, ok. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Le Grand Rendez-vous et vous êtes sur la télévision Au Sommet, Pyramide TV. Pyramide TV qui est donc une télévision du groupe média Pyramide. Alors, partons tout de suite à une découverte de plus du groupe média Pyramide. Créé en 2016, le groupe média Pyramide est situé à Lomé, au quartier Aplaou-Gakli, angle nord-ouest avenue des Evala et la Bretielle GTA Klikame, carrefour communément appelé Lomégan. Pour son promoteur Wuna Kokovi Germain, il était important de traduire dans la réalité une nouvelle façon de faire des médias au Togo et en Afrique pour combler les attentes de nombreuses populations en matière d'information, de formation, d'éducation, de culture, voire de distraction et de sensibilisation sur les sujets importants du moment. Ainsi, le 1er juillet 2016, naquit Pyramide FM, la radio en plus grand. Elle s'est rapidement imposée dans le paysage médiatique togolais par le professionnalisme, le respect de l'éthique et de la déontologie. Les nombreux prix et distinctions témoignent du travail remarquable de cette radio par les organisations, les institutions, aussi bien nationales qu'internationales. Aujourd'hui, le groupe Média Pyramide ajoute une nouvelle corde à son arc, la télévision, Pyramide TV, la télévision au sommet. Désormais, avec le groupe Média Pyramide, une campagne audiovisuelle de communication, de promotion de produits et services est possible. Comme quoi, faire d'une pierre deux coups est toujours meilleur. L'urgence d'une régulation avant la fête de Nouvel An. Ah bah, ah la va vira ba, wa vous jono la fima. Ah, Ha fi nya du ya du koye. koye ya. Ah, ya du koye. Ah. Voilà le groupe média Pyramide et l'émission Le Grand Rendez-vous sur la télévision Pyramide TV, la télévision au sommet. Nous abordons donc la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que nous sommes avec le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI du Togo, M. Christophe Tchao, et qui nous entretient sur la CENI. Et maintenant, nous allons parler de l'organisation de ces élections sénatoriales. Maintenant, à la date d'aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes par rapport à ce processus? Alors, à la date d'aujourd'hui, il y a des événements qui se passent sur le terrain.
la campagne a commencé, il y a de cela quelques jours. Au niveau de la CENI, nos équipes sont sur le terrain. D'abord pour former les membres de CELI. Oui. La formation consiste dans la bonne tenue d'une élection. Je résume, dans la bonne tenue d'une élection. Et comment, quand vous rentrez dans un bureau de vote, tout ce qui est dispositif du bureau de vote, comment les choses vont se mettre en place, qui rentre dans un bureau de vote, comment il doit prendre son bulletin, le cheminement jusqu'à l'urne avant de ressortir. Donc il y a cette formation-là que les membres de la CENI sont en train de donner en ce moment aux membres des CELI. Et les membres des CELI, après cette formation, les membres des CELI iront vers les membres des bureaux de vote pour pouvoir leur donner cette formation afin que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions, dans la transparence, pour qu'il n'y ait pas de cafouillage. Donc voilà ce qui se fait. Ensuite, maintenant, les candidats eux-mêmes, ils ont commencé la campagne et chacun s'organise par rapport à son calendrier, à ses moyens logistiques, à ses moyens humains, à ses moyens financiers. Chacun s'organise et fait sa campagne à sa manière. Mais la CENI a l'obligation, avec les membres des CELI, de suivre la campagne puisse se faire dans un fair play total. Ce n'est pas parce que vous êtes candidat de tel ou tel parti que sur le terrain vous devez monter vos militants ou bien en venir à la violence. Non. Donc il faut le faire dans un fair play total et les membres de la CENI, y compris les autorités locales administratives, sont là pour ça, pour veiller à ce que cette campagne-là se fasse dans un esprit fraternel pour qu'à la fin, le meilleur puisse gagner. Maintenant, disons que la CENI a eu à organiser les élections législatives couplées avec les élections régionales. Et maintenant, dites-nous, par rapport aux élections sénatoriales, est-ce qu'on peut dire que ça devient un peu plus facile pour la CENI? Parce que là, ce n'est plus la population dans son ensemble qui va, ou bien en âge de voter, qui va aller dans les urnes. Oui, mais en réalité, quand on regarde, on se dit que bon, cette élection, elle est facile. Mais vous savez, en matière d'élection, la loi est là et il faut suivre toutes les étapes de la loi. Il suffit de violer une seule étape qui est prévue dans le code ou dans le décret. Ah, mais celui qui perd peut se pouvoir pour dire, mais voilà, il saisit la Cour constitutionnelle pour dire que voilà, moi mes droits ont été brimés parce que tel aspect n'a pas été appliqué par la CENI ou bien par les autres candidats. Donc c'est pour ça que, quelle que soit la nature de l'élection, il faut véritablement suivre l'ensemble du processus. Mais comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui, les bureaux de vote, c'est un bureau de vote par préfecture. On peut le résumer ainsi. Mais c'est appelé circonscription électorale. C'est ça. Puisque c'est un sénateur par préfecture. Donc c'est la préfecture qui est la circonscription électorale. Et donc on a un seul bureau de vote qui s'installe. Un seul bureau de vote. En dehors de Agoignivé et Lomé, où on a 2 sénateurs, parce que compte tenu de la densité de la population, on a 2 sénateurs pour Lomé. C'est Lomé, c'est ça, Golfe. Le Golfe. 2 sénateurs pour le Golfe et 2 sénateurs pour la préfecture d'Agoignivé. Donc, au niveau des autres préfectures, disons, nous raisonnons en termes de circonscription électorale. Donc, c'est un seul élu par circonscription électorale. Donc, il y aura un bureau de vote. En réalité, les gens sont beaucoup plus outillés. Et ceux qui viendront élire, ce n'est pas l'ensemble de ceux qui sont en l'âge de voter. C'est uniquement les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Donc, le nombre doit tourner autour de moins de 2000, 1700, 1800, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qui ira pour voter. C'est les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Si vous prenez les préfectures qui sont moyennes, vous êtes entre 25, 30
électeurs à peu près. Hein, mais les grandes préfectures comme Golf ou Agoy ou même d'autres, vous allez jusqu'à au-delà de la centaine. C'est ça. Donc ce n'est pas un grand monde et ça donne l'impression que c'est aisé. Mais comme je l'ai dit, il faut respecter toutes les dispositions, hein, tout le dispositif prévu par les textes. Et que répondez-vous à ce patriote de la diaspora qui dit, lui, par rapport à la CENI et les élections sénatoriales, se dit que c'est une élection, ou bien ce sont des élections facultatives? Non, en réalité, ce n'est pas facultatif parce que quand vous êtes dans le schéma prévu par la loi, c'est une obligation pour vous d'aller voter. C'est une obligation. C'est vrai que chez nous ici, le vote n'est pas pénalisé. Dans certains pays, vous ne votez pas, vous payez une amende. Hein, vous êtes automatiquement confronté aux dispositions de la loi. Mais ici, vous pouvez, dans les élections, les gens n'y vont pas, mais ils ne subissent aucune pénalité. Rien n'est prévu comme sanction par rapport à ceux qui ne votent pas. Mais j'espère que, pour moi, personnellement, ici, comme nous n'avons que les grands électeurs, qui ne sont pas en réalité aussi, qui ne sont pas nombreux au niveau de chaque circonscription électorale, il est important d'aller voter. Exercer son droit civique dans ce cas précis, c'est vraiment important. Donc ce n'est pas facultatif, à mon avis. Il faut le faire. Et quand on le fait, c'est une fierté pour toi d'avoir choisi celui qui veut, au niveau de ta circonscription électorale, qu'il soit le sénateur pour vous représenter au niveau du Sénat. Maintenant, la campagne, comment est-ce qu'elle se fait de façon concrète? Surtout qu'on sait que c'est les conseils municipaux et les conseils régionaux, c'est eux qui vont voter. Maintenant, est-ce qu'on va chez eux à la maison? On va dans les sièges des partis politiques? Comment ça se fait? Oui, mais ou bien qu'est-ce que le code prévoit? Voilà. En fait, en matière de campagne, le code ne peut vraiment pas obliger les gens à faire une campagne de telle ou de telle manière. Mais seulement, ce que le code, le texte prévoit, c'est d'éviter d'avoir les mêmes heures, les mêmes lieux où les candidats vont se rencontrer pour faire une campagne. Je prends un exemple. Vous êtes de tel parti, vous êtes du parti, vous êtes UFC. L'autre, il est par exemple PDR. Vous ne devez pas avoir pour dire tel jour, à telle heure, je serai dans telle commune. Voilà. Donc, essayez de faire. Nous veillons à ce que toutes les demandes de campagne puissent se faire à des heures différentes, même si c'est au même lieu, mais les heures doivent être très différentes pour éviter des confrontations. Maintenant, sur la manière de faire la campagne, bon, comment il faut le faire? Chacun s'organise à sa manière. Il y en a qui vont peut-être choisir les communes. Ils le font par commune, puisqu'on a des conseils municipaux. Il y en a qui peuvent aller directement rassembler les conseils régionaux dans un endroit. Mais tout dépend de la façon dont vous vous organisez, vos capacités, votre logistique que vous mettez en place pour pouvoir le faire. Bon, si j'étais candidat, je dirais comment moi je vais le faire. Mais ici, nous, on est là pour organiser. Et je pense que chaque candidat a sa façon de s'organiser pour qu'il puisse toucher sinon tous les électeurs, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de tout faire pour expliquer aux gens, à tous les électeurs, pourquoi je veux être sénateur au niveau de notre circonscription électorale. Il faut leur parler, il faut leur expliquer pour que les gens comprennent véritablement votre objectif en vous présentant comme sénateur de la circonscription électorale. Je crois que c'est parce que c'est la première fois que les gens se posent des questions, les gens veulent vraiment comprendre. Et l'inquiétude, bien, la question qui revient, c'est vrai, c'est les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, c'est à eux que s'adressent les candidats. Maintenant, est-ce que un parti X qui veut aller faire campagne dans une commune,
est-ce que les membres, ou bien, bon, les conseillers municipaux qui sont peut-être du parti Y, est-ce qu'il y a une loi qui les oblige à les écouter, ou bien ils peuvent arriver dans une commune où les conseillers vont dire, bon, ils ne sont pas intéressés, on va les laisser seuls? Non, en réalité, on n'oblige personne, on n'oblige personne. Mais ce qui est important, il ne faut pas, dans ce genre d'élection, dire que je vais m'adresser uniquement aux conseillers municipaux et régionaux de mon parti. Ce serait une erreur. Non, non, non. C'est-à-dire, bon, au fait, je fais le dessin. Oui. Les gens se disent, OK, au niveau de l'opposition, ils n'ont pas beaucoup de conseillers municipaux ou beaucoup de conseillers. Maintenant, quand ils vont dans les localités, oui, dans les communes, et si les conseillers ne veulent pas les recevoir, est-ce qu'il y a une obligation pour que les conseillers reçoivent tout le monde? Non, en réalité, on ne peut pas obliger les gens, obliger les gens à recevoir X ou Y. Parce que quand vous arrivez dans un milieu, je prends une mairie, vous arrivez dans une mairie où vous voulez faire votre campagne, il y a les autorités administratives auxquelles vous devez vous adresser pour dire, bon, moi, tel jour, à telle heure, je veux recevoir les conseillers municipaux régionaux de cette mairie à tel lieu. Ça doit être connu aussi bien par le préfet que le maire. C'est ça. Maintenant, c'est dans votre mobilisation, dans votre stratégie de mobilisation, pour amener ces gens-là à être présents et écouter votre message, votre programme. C'est ça. Si vous êtes un fin stratège, mais vous allez amener des gens qui ne sont même pas de votre bord, des conseillers qui ne sont même pas de votre bord politique, à vous écouter. Parce que c'est quand même bien, en démocratie, d'écouter l'autre. Quelles que soient les différences qui nous opposent, c'est quand même bien d'écouter ce que l'autre veut faire si nous l'élisons sénateur, comment il va défendre notre commune, notre région, comment il va la défendre au niveau du Sénat. C'est quand même bien de les écouter en démocratie, c'est ça l'avantage d'écouter tout le monde. Donc il est bien quand même de mettre en place une bonne stratégie pour pouvoir faire venir tout ce monde-là, tous ceux qui sont concernés par l'élection, afin qu'ils puissent vraiment vous écouter et savoir ce que vous voulez faire lorsque vous serez sénateur. Donc ça dépendra de la stratégie de tous les candidats, la stratégie à regrouper les gens, à se faire écouter. C'est juste comme les élections de façon générale. Les gens vont dans des quartiers, il y a d'autres qui viennent écouter, d'autres ne viennent pas écouter. Donc ça fait la même chose également au niveau de ces élections sénatoriales. Maintenant, quand ils seront élus, ils sont des sénateurs. Maintenant, la question que les gens se posent, c'est quoi? Quelle sera l'importance du Sénat pour le Togo? Vous savez, c'est vrai, c'est la première fois que nous organisons les élections sénatoriales au Togo. Il y a à peu près 21 pays en Afrique qui ont le Sénat. Il y a à peu près 21 pays en Afrique qui ont le Sénat. Et comme je l'avais dit d'entrée, lorsque les sénateurs sont installés, ils ont pour obligation, dans un premier temps, de prendre part de façon active aux travaux du Sénat. Et leur travail passe par, dans un premier temps, au contrôle de l'action du gouvernement. Ils peuvent faire des propositions de loi par rapport à certains secteurs dont ils estiment que dans notre localité, dans notre région, dans notre préfecture, et en essayant de généraliser de façon globale pour s'entendre avec d'autres et faire des propositions de loi pour améliorer certaines conditions de leur collectivité territoriale. Ils peuvent également contrôler le gouvernement par des interpellations. On par exemple, des projets qui ont commencé dans une région qui n'aboutissent pas. Mais il faut interpeller le ministre. Pourquoi ces projets-là, qui ont commencé depuis tel nombre d'années, à ce jour n'évoluent pas? Le ministre expliquera, il vous dira ce qui bloque. Et vous avez des contributions à faire, vous le faites. Donc il y a ce contrôle de l'action gouvernementale. Et comme je l'avais dit d'entrée également, il y a le fait qu'ils doivent également défendre
les collectivités territoriales, c'est-à-dire la région et les mairies. Ils sont porteurs de leur message, ils sont porteurs de leurs problèmes, de leurs projets, et ce qui se fait au niveau de la mairie ou de la région, les conseillers doivent véritablement travailler en harmonie avec les sénateurs pour pouvoir faire progresser l'ensemble des projets de développement. Rappelons que nous sommes dans la 5e République et le Togo a opté pour le régime parlementaire et les institutions sont en train de se mettre en place et le Sénat bientôt. La campagne a commencé et le 15 février, il y aura donc les élections sénatoriales. Maintenant, que dites-vous à ceux qui continuent de croire que le Sénat n'est pas une priorité pour le Togo? Ah, mais ça, cette question, bon, en réalité, bon, nous on est au niveau de la CENI, hein, nous sommes là pour organiser. Bon, cette question. Cependant, bon, je vais y répondre. Hein, je vais y répondre. Bon, mais je réponds avec une autre casquette. Voilà. Parce que en tant que membre de la CENI, mais je dirais simplement que quand on regarde les textes qui mettent en place le Sénat, on ne peut pas dire que le Sénat n'est pas utile pour le Togo. Je l'ai dit, il y a 21 pays en Afrique qui ont le Sénat. Si dans ces pays-là, le Sénat n'avait pas un rôle important à jouer, certainement que ces Sénats n'existeraient pas. Mais quelque part, il faut commencer. Si demain, on estime que le Sénat a suffisamment fait, a suffisamment contribué au développement de nos régions, et on pense que, vu l'élan qui a été donné, nos régions, nos mairies peuvent se développer sans le Sénat, on avisera. Mais aujourd'hui, il faut vraiment commencer pour faire en sorte que le Sénat puisse également apporter sa pierre dans l'édifice du développement de nos régions, de nos collectivités locales. C'est important. Il ne faut pas qu'il y ait des préjugés pour dire « Oh, le Sénat, ce n'est pas important pour le Togo ». C'est vraiment important pour le Togo. Et surtout que l'argument que les gens avancent, surtout les Togolais de la diaspora, ils se disent c'est de l'argent qu'on va encore jeter, disent-ils, par les fenêtres. En France, par exemple, lorsqu'il y a des blocages avec les premiers ministres qu'on vient de nommer successivement, il y a un comité mixte qui se met en place entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils s'asseyent, ils discutent pour trouver des voies de sortie. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu blocage. Et le gouvernement n'arrive pas à percer. Au niveau du Sénat, il y a blocage. En mettant en place le comité mixte, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente pour que le pays puisse avancer. Donc c'est pour dire simplement que, quels que soient les problèmes qui se poseront, c'est-à-dire que le Sénat aura toujours un rôle important à jouer dans les crises, s'il devrait en avoir, qui vont se poser, que ce soit au niveau des régions, au niveau... On va toujours apporter une contribution pour que cela puisse avancer. Vous savez, dans l'Antiquité romaine, le Sénat, ça s'appelait Senatus. C'est-à-dire que c'est la chambre des conseillers. Des sages. C'est ça, des sages, les conseillers. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine expérience, il y a une certaine maturité, il y a une certaine dose, j'allais dire, qu'ils peuvent apporter pour que les choses puissent avancer. Moi, je pense qu'il vaut mieux commencer. C'est ça. Il vaut mieux commencer, il faut mettre en place le Sénat. Et si, des années après, il y a des pays qui sont revenus sur le Sénat, tels que le Mali. Le Mali avait un Sénat, mais aujourd'hui, ils ne l'ont pas. On dira que peut-être ils sont en crise. Mais avant la crise, il n'y avait plus de Sénat. Le Sénégal avait le Sénat. Après, ils ont appelé ça la Haute Chambre des représentants. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, le gouvernement qui est là veut supprimer le Sénat. Mais dans tous les pays, il y a les lois qui mettent en place les Sénats avec des attributions précises. Et j'espère, pour moi, j'estime que ces Sénats-là jouent un rôle positif. D'accord, c'était encore
Une parenthèse, je rappelle que vous êtes ici comme rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI du Togo et nous parlons de l'organisation des élections sénatoriales qui pointent à l'horizon, précisément le 15 février 2025. Maintenant, est-ce que vous pouvez donc, en tant que rapporteur de la CENI, avoir un message à l'endroit de tous ceux qui sont partie prenante dans l'organisation sur le terrain de ces élections? Alors, mon message, peut-être, c'est en deux volets. Le premier volet, c'est à l'endroit de la population générale. Ceux qui ne vont pas voter. Je souhaiterais que les gens soient curieux. Ils doivent pousser leur curiosité pour voir comment ça se passe. Les campagnes, comment ça se fait. Le jour du vote, comment les choses vont se passer jusqu'à la proclamation des résultats. C'est un processus nouveau. Il est important, par curiosité, de s'intéresser à la chose pour voir comment ça va se dérouler jusqu'à la fin, jusqu'à la proclamation des résultats. La deuxième chose, c'est par rapport aux candidats représentant donc les partis politiques. Nous sommes dans une matière électorale. Nous étions des frères. Nous devons être des frères et sœurs pendant la campagne, oui, et des frères et sœurs après la proclamation des résultats. Ce que nous souhaitons, c'est que tout se passe main dans la main, dans la fraternité. Qu'on perde ou qu'on gagne, qu'on reconnaisse la victoire de l'autre et qu'on se dise que si toi qui as gagné, tu as besoin de moi pour construire notre collectivité, notre région, notre mairie, notre pays, je serai à tes côtés. Donc c'est ça ce que nous souhaitons pour ce pays. Voilà. C'est comme d'autres diront qu'après tout, c'est le Togo qui gagne en toutes circonstances. Exactement. Maintenant, en guise de conclusion de cette émission, nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à l'endroit des téléspectateurs de Pyramide TV? Oui, moi je suis ravi de me retrouver dans cette belle salle. Je l'ai dit à l'entrée. Mais c'est formidable qu'on ait des volontés, des bonnes volontés, des gens qui prennent des initiatives de lancer ce genre d'infrastructures pour informer davantage. Et je pense qu'on doit soutenir ces initiatives qui émanent des bonnes volontés. Et je souhaite que les téléspectateurs de TV Pyramide puissent également faire, j'allais dire, en sorte que d'autres qui ne connaissent pas, puisque c'est une télé qui est tout à fait nouvelle, en parler, faire une propagande autour de ça, pour qu'on puisse suivre vos émissions régulièrement et pour être suffisamment outillés, puisque vous développez des sujets qui sont véritablement chers, aussi bien aux Togolais qui sont à l'intérieur que qui sont à l'extérieur. Donc il est important que nous puissions véritablement soutenir cette initiative-là pour que dans notre formation, dans notre culture, nous puissions avoir un plus chaque jour. Merci vraiment à vous, Monsieur Christophe Tchao. Je rappelle que vous êtes le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante et faut-il le rappeler également, vous avez été ministre de la République et vous avez été donc honorable député et qui plus est président de groupe parlementaire. Eh bien, mesdames, messieurs, pour, disons, cette soirée dominicale, voilà, vous êtes servis sur l'émission Au Grand Rendez-vous. En plateau, nous étions avec la Commission électorale nationale indépendante CENI, représentée ici par le rapporteur Monsieur Christophe Tchao. Merci pour votre fidélité. Nous allons prendre rendez-vous pour dimanche à la même heure et surtout sur la télévision au sommet. Au revoir.